Je voudrais dédier ma présentation à une de mes patientes là, qui était censée être une invitée de Marc. J'avais demandé à une de mes patientes de venir faire un témoignage dans le cadre dans la visée de partenariat de soins. Malheureusement, elle n'a pas pu se rendre en février pour réaliser ce projet-là. Et je voulais quand même souligner sa contribution à ma présentation et son courage inspire aujourd'hui mes propos. Partons de vos préoccupations. Là, on ne fera pas un exercice interactif verbal, mais je vous propose de faire l'exercice réflexif dans votre tête. Donc, en venant aujourd'hui, quels étaient vos a priori ou vos questions quand vous avez lu le titre qui vous était proposé? Est-ce que vous êtes venu parce que vous rencontrez souvent des patients qui ont des idées suicidaires dans l'exercice de votre pratique et qui sont atteints de cancer? Est-ce que vous vous sentiez outillé pour aborder cet aspect avec vos patients ou vos soignants pour les patients et les proches qui sont aujourd'hui dans la salle? Puis, est-ce que c'est encore tabou selon vous? Alors, levez la main s'il y a une des questions qui se répond par oui. Aujourd'hui, je vous propose un parcours où on va discuter là, de la prévalence du type de présentation des idées suicidaires. On va mettre ça en contexte dans le cadre du concept de détresse en oncologie. Ça va faire le lien d'ailleurs avec ce qui avait été discuté l'année dernière dans la même semaine de prévention du suicide. On va réviser quelques facteurs de risque de protection qui se retrouvent dans la population générale, mais qui est spécifique à la population en cancérologie. Je n'irai pas très en détail parce que j'ai quand même, pour ceux qui sont venus au cours de la semaine, les présentateurs avant moi avaient abordé ces questions-là, mais c'est important de réviser ces notions-là parce qu'à chaque fois qu'on parle d'une population cible, en parlant du cancer, en parlant du suicide, il faut toujours mettre en perspective et comparer les prévalences avec la population générale. Et donc, le but étant de faire la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion du risque suicidaire. Alors, commençons par le début. Peut-être vous rappeler que faire l'expérience d'une maladie physique dans l'expérience humaine, c'est un des événements les plus stressants dans la vie d'un être humain. Il y a une échelle qui a été élaborée dans les années 60 et qui est encore révisée et très utile en clinique, qui stratifie finalement la puissance des stresseurs d'une vie humaine, par exemple la perte d'un enfant ou d'un conjoint, l'expérience d'une promotion, d'un emprisonnement, et l'expérience d'une maladie physique est au 6e rang de cette échelle-là. Ce qui compte là, plusieurs dizaines de stresseurs de la vie humaine. Le cancer ne fait pas exception à cette règle-là. Et suite au diagnostic, les réactions psychologiques initiales peuvent être très intenses et peuvent parfois se présenter avec des propos dans la grande famille des idées suicidaires ou des idées, des désirs de mourir. Par contre, cette réaction-là psychologique, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'elle a tendance à s'atténuer avec le temps, même si au départ, elle peut être empreinte d'incrédulité, de déni, de désespoir dans la présentation des patients. Au bout de quelques jours, semaines, typiquement, le plus souvent, ces réactions-là s'atténuent, entre autres avec le soutien des équipes médicales, des proches et même de la résilience des patients eux-mêmes qui trouvent des façons de s'adapter à ce stresseur-là. Parfois, des sentiments de tristesse, de colère, d'anxiété, d'irritabilité, de dysphorie, etc., peuvent survenir à certains moments de leur trajectoire et peuvent persister ou se présenter de façon intermittente. Et ça peut persister pendant au moins 1 an. Et si l'évolution de la maladie mène des réactivités symptomatiques ou des récidives, bien, ces réactions-là peuvent se représenter avec la même intensité. Ça peut être immédiat ou retardé. Plusieurs d'entre vous travaillent en oncologie probablement dans la salle et vous avez tous vu des gens qui s'investissent dans un combat pendant la trajectoire de soins et au terme
les traitements vont finalement avoir ce genre de réaction-là émotionnelle comme s'ils n'avaient pas eu le temps de vivre leur réaction psychologique au diagnostic. Donc, la détresse, c'est maintenant considéré comme le 6e signe vital des patients atteints de cancer. C'est une émotion désagréable qui peut diminuer donc la qualité de vie, mais aussi le fonctionnement de la personne. Et plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition de cette détresse-là dans plusieurs domaines de la vie, émotionnelle, pratique, informationnelle, des symptômes physiques, des inconforts, des douleurs non soulagées, des préoccupations existentielles, spirituelles, puis des difficultés sociales. Cette prévalence-là, la prévalence de la détresse est quand même assez élevée si on compare à d'autres problèmes de santé physique. Elle est bien étayée dans la littérature. On estime qu'elle est à peu près à 40 %. Donc, 40 % des patients atteints de cancer vont vivre à un moment ou à un autre de leur trajectoire un degré élevé de détresse et vont peut-être nécessiter une intervention spécialisée. Et dans cette proportion-là de patients, il y aura certains qui présenteront des idées suicidaires et qui auront besoin d'une intervention soit urgente ou prioritaire. On pense notamment que le tiers des patients en ambulatoire seraient en détresse modérée lorsqu'ils font l'objet d'un dépistage. Et en phase palliative, bien, la prévalence augmente davantage. Le problème, c'est que cette détresse-là, si on ne l'entend pas, si elle persiste, elle peut être associée à des résultats importants, délétères pour la qualité de vie et pour la personne. Donc, c'est associé à des difficultés d'adaptation, à l'expérience en général de la maladie, à une satisfaction moindre à l'égard des soins. Donc, il y a même des études qui ont démontré que ça augmentait le profil des plaintes là, au commissaire aux plaintes, donc le nombre de plaintes. Une difficulté à prendre des décisions médicales complexes, des faibles taux d'observance, une piètre qualité de vie, une morbidité augmentée, des coûts de santé élevés et des désirs de voir sa mort hâtée ou de suicide complété. Et donc, c'est ça le lien avec la présentation aujourd'hui. Donc, lorsqu'une détresse persiste et qu'elle n'est pas entendue, elle peut être associée à des idées suicidaires et des comportements suicidaires. Donc, vous aurez compris qu'on n'est pas aujourd'hui, le message clé à retenir, c'est pas que tous les patients qui ont un diagnostic de cancer vont devenir suicidaires, c'est au contraire, là, on est dans des minorités statistiques, mais à certains patients vont présenter des détresses sévères et n'auront plus, disons, une présentation qui nous rappelle une réaction psychologique normale, empreinte de sentiments de vulnérabilité, des craintes face au traitement, de périodes de tristesse qui sont par définition très souvent transitoires et d'intensité moindre. Mais ceux qui présenteront les idées suicidaires sont très souvent emprunts aux prises avec des troubles de santé mentale comme un trouble dépressif, des troubles anxieux, mais aussi l'isolement social majeur et des crises existentielles. Plus spécifiquement, le suicide chez les patients atteints de cancer, donc les idées suicidaires vont se présenter à toutes sortes de moments et on va parler d'une famille d'idées qui peuvent potentiellement exprimer un désir de mort chez les patients atteints de cancer. Alors, on entend ici des idées passives de mort, des demandes d'arrêt de traitement, de suicide assisté ou d'euthanasie, des idées suicidaires avec ou sans plan précis élaboré ou avec sans intention de passage à l'acte. Ça, c'est intéressant parce que cette littérature-là, elle est là bien avant, elle est tirée d'une littérature scientifique qui a été développée à la fois dans les États où il y avait soit le suicide assisté ou l'euthanasie et dans les États où il n'y en a pas. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a accès ou pas à ce genre de soins ou de pratiques. Certains patients vont aussi exprimer des idées comme ça dans le but de signifier aux traitants leur état émotionnel ou leur exaspération face à leur situation. Donc, vous allez entendre très souvent, si ma situation s'empire, je vais me tuer, ou si jamais le scan a tel résultat, là, ça y est, je ne pourrai plus continuer. D'autres vont exprimer des idées passives de mort pour exprimer plus leur détresse, leur sentiment d'impuissance face à la maladie, ou pour, de façon déguisée, demander de l'aide. Et c'est ça le clinicien qui devra, avec empathie
et ouverture, voire à explorer la signification de l'idée exprimée par le patient. Par exemple, le patient pourrait vous dire, si seulement ma maladie pouvait m'emporter plus vite, ce serait plus facile là, de gérer mon anxiété. Les désirs exprimés de voir sa mort hâtée ou, disons, devancée par rapport à la progression attendue de la maladie, c'est quand même assez fréquent. Ça peut être défini comme tout désir de mourir plus tôt qu'attendu par la progression de la maladie avancée ou terminale, et ça comprend là aussi un désir passif transitoire ou soutenu de mourir, une demande pour hâter la mort avec les arrêts de traitement, l'euthanasie, le suicide assisté, mais aussi un désir actif avec élaboration d'un plan suicidaire. Très souvent, les patients qui présentent ce genre de désir-là ou qui expriment ce genre de désir-là, leur désir va être associé à ces conditions-là, c'est-à-dire se sentir comme un fardeau pour les proches, être en perte d'autonomie ou avoir un désir de contrôle face à une situation où ils vivent beaucoup d'impuissance, d'inconfort physique, une douleur non contrôlée de façon très fréquente, la dépression, sentiment de désespoir et des préoccupations existentielles. Et ça, c'est des conditions qui peuvent potentiellement, dont ils peuvent bénéficier d'une intervention de l'équipe interdisciplinaire ou de tous les intervenants psychosociaux qui sont dans vos équipes de cancérologie. Alors, comment questionner un patient qui exprime une idée suicidaire? Là, je vous ai présenté quelques questions. En fonction de votre discipline de pratique, vous avez des aptitudes ou une expertise d'évaluation psychosociale, mais finalement, c'est une responsabilité partagée quand même, l'évaluation, l'identification du risque suicidaire. Et donc, en fonction des expertises, certains vont pouvoir stratifier le risque suicidaire, étayer le potentiel de dangerosité, mais l'identification, ça, c'est une responsabilité partagée de tous les soignants. Avez-vous déjà fait une tentative suicidaire? Quel est votre réseau de soutien? On sait, par exemple, que l'absence de réseau de soutien est corrélée avec des suicides complétés. Avez-vous des troubles de consommation? Dr. Dubreuil vous en a parlé hier, c'est extrêmement associé avec des comportements suicidaires. Avez-vous de la douleur ou un inconfort non soulagé? Est-ce que vous vous sentez sans espoir? Ça aussi, encore plus spécifique pour la population en oncologie. Avez-vous déjà pensé qu'il serait plus facile de ne plus vivre ou d'être mort? Avez-vous déjà eu des idées de vous faire du mal? Y a-t-il des choses qui vous retiennent à la vie? Là, ça, c'est des questions parfois que certains cliniciens vont se dire, bien, moi, je ne me sens pas à l'aise d'aborder ça, puis peut-être même je pourrais générer de la détresse chez les patients si j'aborde ces questions-là. Peut-être même que je peux les inciter à passer à l'acte. Qui, parmi vous, pensez, en levant la main, que, effectivement, quand on questionne ce genre, quand on explore les idées suicidaires des patients, il y a un risque qu'on incite à un passage à l'acte? Vous ne pouvez pas lever la main. Je suis surprise quand même que vous ne levez pas la main parce qu'en fait, c'est un mythe assez présent là, dans la population générale. Il y a quand même beaucoup de gens, un peu comme avec les soins palliatifs, il y a une littérature qui disait que la plupart des patients disent que quand ils abordent la question de la mort ou de la fin des traitements, ils ont l'impression de pouvoir créer de la détresse, mais une littérature scientifique assez récente nous prouve l'inverse. Et donc, c'est la même chose pour le suicide. En fait, on risque beaucoup plus d'identifier quelqu'un qui aurait un risque suicidaire qui serait passé sous silence, d'aborder ça, même si au départ, les patients peuvent être surpris par nos questions, que l'inverse. Vignette. Alors, une patiente de 50 ans avec un antécédent de troubles anxieux sous Paxil depuis des années est en fin de chimiothérapie pour un cancer du sein. Fatiguée, elle appelle pour aviser qu'elle manque un traitement, ce qui n'est pas dans son habitude, pensez-vous. Alors, vous travaillez finalement en oncologie, en clinique externe. L'infirmière pivot de la patiente décide de l'appeler à la maison pour prendre des nouvelles. Pas de réponse. Or, sur Oasis, vous voyez qu'elle est en observation à l'urgence psychiatrique. Là-bas, parce que vous appelez, on vous dit qu'elle est admise pour une tentative suicidaire récente. Qu'est-ce qui s'est potentiellement passé? Là, je peux quand même interagir. Oui, d'accord. OK. Pour pas que vous vous endormiez, je voudrais que vous répondiez à la question. C'est quoi le champ des possibles? Donc, vous savez qu'elle est admise
pour une tentative suicidaire à l'urgence psychiatrique. Qu'est-ce qui peut s'être passé chez cette patiente-là? Une détresse qu'on n'aurait pas vue dans le cours de ses soins. Donc, peut-être que la patiente avait depuis longtemps des sentiments de désespoir, elle se sentait déprimée, qu'elle n'a pas confié à son équipe traitante, puis que là, bon, ben, ça se solde par une tentative suicidaire. Quoi d'autre? Résultat défavorable d'un examen, par exemple, effectivement. Donc, entre les moments où vous voyez les patients, tout facteur, c'est imprévisible par définition le suicide, alors tout facteur de stress peut survenir dans la vie personnelle de la patiente. Elle s'est peut-être vécu une séparation, une faillite, la mort d'un proche, etc., ou une déception médicale. Quoi d'autre qu'on voit souvent en chimiothérapie? Oui? Beaucoup d'effets secondaires. Oui? Oui? Absolument. Donc, les gens qui trouveraient qu'ils sont extrêmement faibles physiquement et que cet inconfort-là, cette expérience-là globale est insupportable, intolérable. Quoi d'autre de la chimiothérapie? Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens dans la salle, des oncologues. Qu'est-ce qu'on donne en chimiothérapie parfois qui peut... Oui, le décadron. Donc, parfois, il y a des agents pharmacologiques qui peuvent donner des syndromes neuropsychiatriques qui peuvent, en fait, précipiter des idées suicidaires assez subies. Puis c'est arrivé, malheureusement, dans les dernières années. Donc, ça, effectivement, c'est un facteur de risque qui est lié en cancérologie. Et donc, c'est toutes les possibilités possibles. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que très souvent, quand il y a un comportement suicidaire comme ça, c'est très souvent corrélé à un trouble mental et très souvent, le trouble mental est modéré à sévère. Donc, les plus souvent, on va retrouver les troubles dépressifs, soit primaire, donc quelqu'un qui fait une dépression majeure, quelqu'un qui aurait, par exemple, une fragilité dépressive, un trouble récurrent, ou qui, dans les cours de plusieurs stresseurs, présente un premier épisode dépressif. Ça peut être l'expérience de la maladie, mais ça peut être aussi induit par une substance, on vient d'en donner un exemple, ou secondaire, une affection médicale. On pense, par exemple, à des hypothyroïdies ou des tumeurs cérébrales, par exemple, qui pourraient donner une humeur dépressive. La même chose pour les troubles anxieux sévères. Ça, c'est souvent tabou. Hein? On a l'impression que les patients qui vont adopter des conduites suicidaires vont seulement être dépressifs, mais en fait, dans l'intensité du trouble anxieux, en particulier les patients qui ont des attaques de panique ou certains syndromes de PTSD, d'état de stress post-traumatique, peuvent présenter des comportements suicidaires. Et là aussi, c'est la même chose, ça peut être induit par une substance ou secondaire, une affection médicale. Et les sentiments de désespoir chez les patients en maladie terminale sont très corrélés avec ce genre de comportement-là. Le risque suicidaire chez les patients atteints de cancer est de façon relative augmenté par rapport à la population générale. On estime que c'est à peu près 2 fois plus fréquent. Et en présence de certains facteurs, comme par exemple de pauvres pronostics de maladie ou d'une maladie terminale, mais surtout d'antécédents psychiatriques, ce risque relatif-là augmente de façon impressionnante. En particulier, dans le cas de la dépression, on pense que ça peut parfois, dans certaines études de cohorte, là, augmenter jusqu'à 25 fois plus élevé comme risque suicidaire. Alors, ce n'est pas banal, et ça, c'est spécifique aux patients atteints de cancer. Les idées suicidaires elles-mêmes, donc pas le suicide complété, mais les idées suicidaires sont elles aussi plus prévalentes et peuvent être retrouvées là, à toutes les phases de la trajectoire. Ils vont avoir tendance à persister s'il y a une douleur non contrôlée, dans le cas des cancers avancés ou en présence d'une dépression majeure. Autre fait intéressant, c'est que la dépression demeure à ce jour le meilleur prédicteur de souhait de voir sa mort devancée. Alors, au fond, il faudrait, si on voulait améliorer la qualité des soins en cancérologie, il faudrait porter une attention toute particulière à la façon dont on identifie la dépression, puis à la vitesse à laquelle on propose des interventions fondées sur des données probantes, parce qu'à la limite, on pourrait peut-être prévenir ce genre de conséquences dommageables qui sont les idées suicidaires et des comportements suicidaires. Les patients qui sont déprimés sont 4 fois plus à risque de vouloir voir leur mort devancée quand ils sont atteints de cancer, et jusqu'à
60% des patients qui demandent une mort devancée sont déprimés. Alors, vous voyez donc la sévérité, la prédiction de la dépression pour voir ces souhaits-là de mort avancée. Et quand un patient exprime ce genre de souhait, il faut absolument rechercher la présence d'une dépression majeure. Les facteurs de risque du suicide complété chez les patients de cancer, il faut retenir que ce qui est dans la population générale, c'est toujours vrai, mais qu'il y a des particularités liées à cette population-là. On en nommait tantôt le pauvre pronostic de la maladie, les symptômes physiques, la dyspnée et la douleur seraient les symptômes les plus lourds à porter et les plus associés à une dangerosité suicidaire. Les cancers du poumon seraient aussi ceux qui sont les plus à risque de ce genre de comportement-là, avec le cancer de l'estomac et les cancers ORL, pour toutes sortes de facteurs aussi qui peuvent être confondants. Les antécédents psychiatriques, et ça inclut l'utilisation des substances, ça fait le lien avec ce que Dr. Dubroc disait hier, et la dépression. La détresse spirituelle existentielle est aussi corrélée avec une augmentation du risque. Un rappel, hommes divorcés, séparés ou veufs, sans emploi, avec des antécédents psychiatriques, une maladie physique, consommation de substances, vous avez là un cocktail de facteurs de risque qui s'accumulent et qui peuvent augmenter le risque de façon importante. Les facteurs protecteurs, ils sont en cancérologie les mêmes que ceux de la population générale. Être investi dans des relations, avoir un enfant à la maison, un sentiment de responsabilité à l'égard de la famille, les croyances ou les pratiques religieuses. Vous savez que ça, c'est corrélé avec le bien-être en général dans la vie, mais aussi, c'est des facteurs de protection du suicide. Les habiletés de résolution de problèmes, une relation positive, thérapeutique, ça c'est intéressant, ça inclut le lien avec l'équipe médicale, le lien avec l'équipe traitante et de façon encore plus sensible, plus spécifique, le soutien social, surtout pour les patients atteints de cancer. Donc les gens qui seraient isolés, n'auraient pas le soutien, seraient d'autant plus à risque de suicide et ceux qui seraient entourés seraient d'autant plus protégés, surtout si, même par rapport à la population générale et s'ils ont cancer. Deuxième vignette. Là, je trouvais que vous étiez vraiment très participatif à la première. Vous avez augmenté mes attentes pour la deuxième. Un patient atteint de cancer vient visiter son médecin pour connaître les résultats d'un scan de contrôle après 3 mois de chimiothérapie. Vous le connaissez bien, il est âgé de 45 ans, père de 2 enfants, il n'a pas d'antécédents psychiatriques. Il est accompagné de sa femme comme à l'habitude. Durant l'attente du médecin, donc vous imaginez une salle d'attente bondée, ça prend du temps, le médecin est en retard, il y avait 37 patients, vous êtes le 28e. Il mentionne à sa conjointe, si jamais là, les résultats sont mauvais, moi, je suis mort. Alors, est-ce que vous considérez que ça, c'est une idée suicidaire? Parce qu'il s'avère que vous passiez par là pour aller aux toilettes et que vous avez salué la femme et que vous avez été témoin de cette interaction. Est-ce que vous considérez que c'est une idée suicidaire? Puis comment vous approchez cette situation? OK, on va faire ça comme que le meilleur gagne. Qui considère que c'est une idée suicidaire? Levez la main. Qui considère que ce n'est pas une idée suicidaire? OK. Qui considère que ça pourrait être une idée suicidaire, mais qu'il faut explorer et évaluer? Ah! Oh, le compte, on n'arrive pas à 100 là, si j'additionne les bons. OK. Alors, quoi faire et quand référer un patient atteint de cancer exprimant des idées suicidaires? Vous êtes tombé dans le piège, mais en même temps, vous vous êtes rattrapé à la troisième question. 3 mythes à garder en tête au sujet du patient suicidaire. Les gens qui menacent régulièrement de se suicider ne passeront jamais à l'acte. Vrai ou faux? Vrai, levez la main. Faux. Consensus. Les gens qui ne menacent pas de se suicider ne passeront jamais à l'acte. Vrai ou faux? Merci. Parler de suicide et poser des questions directes sur le sujet peut encourager le passage à l'acte chez les patients. J'espère que je vous ai convaincu. Merci. Si quelqu'un veut se suicider, il n'y a plus rien que l'on puisse faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, levez la main parce que là... Maintenir l'espoir, créer un lien, j'ai entendu.
peut-être référer à un spécialiste en santé mentale pour évaluer s'il a une problématique qui pourrait être traitée. Écouter sa souffrance, valider la souffrance. C'est difficile ce que ces patients-là vivent. C'est complexe les décisions qu'ils ont à prendre. L'impact de leur maladie dans leur vie est majeur. Donc, valider leur souffrance. Alors, comment on évalue le risque suicidaire? Là, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'objet de la présentation, mais je ne pouvais pas parler de ça sans en parler. Donc, lorsqu'on exprime des idées suicidaires, le patient doit être référé à tout intervenant habilité à évaluer et stratifier le risque. C'est ça que je voudrais que vous reteniez. Où vous travaillez, renseignez-vous qui est habilité à évaluer le risque suicidaire ou hétéroagressif dans vos équipes. Parce que cette personne-là va être en mesure d'identifier les facteurs de risque de protection. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, référez à cette personne-là. Va pouvoir vous aider à déterminer si le patient doit être conduit à l'urgence le jour même. Évaluer aussi le délai raisonnable qui a accès à une évaluation psychiatrique en ambulatoire si c'est indiqué et qu'il obtienne déjà un soutien psychosocial. Évaluer le risque, vous l'avez un peu dit, ce qu'on peut faire, d'abord écouter avec empathie puis soutenir l'expression émotionnelle. Les gens, surtout s'ils ont l'idée que d'exprimer de façon très forte leur souffrance avec une idée noire comme ça, une idée suicidaire, vont s'attendre à ce qu'il y ait un espace avec vous où ils vont pouvoir en parler. Parfois, ils n'ont pas cet espace-là avec leurs proches. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les protéger, ils veulent ne pas les inquiéter. Donc, l'importance d'écouter sans juger, d'instaurer un climat de confiance, puis de maintenir l'espoir, même dans les situations de maladie avancée. Au fond, même quand on est atteint d'une maladie incurable, très souvent, on peut trouver des éléments, pas toujours, mais très souvent, on peut trouver des éléments qui peuvent nous maintenir un espoir. Un espoir de quoi? Un espoir d'être soutenu par ses proches, un espoir d'être lucide jusqu'à la fin, un espoir d'être soulagé de ses souffrances. Explorer et évaluer la condition globale du patient, ça veut dire questionner les facteurs de risque, orienter vers un professionnel, je vous en parlais, mais aussi tenter de qualifier l'idée suicidaire. On conclut la discussion, on documente ce qu'on a fait et si vous ne sentez pas à l'aise, rechercher la supervision dans les cas complexes, c'est toujours une bonne pratique, puis documentez-le aussi. Lorsque je vous ai dit, les idées suicidaires sont très souvent corrélées avec un trouble de santé mentale, puis très souvent, quand il y a ça, ça veut dire qu'il est modéré à sévère. Alors, le plus souvent, ça va nécessiter une évaluation médicale. Donc, vous devrez regarder avec le médecin qui travaille dans votre équipe. Si vous avez accès à une consultation psychiatrique aussi, c'est une bonne pratique, parce que les patients vont devoir être évalués s'ils bénéficieraient aussi d'une évaluation constante de la dangerosité ou d'une pharmacothérapie. Quand le patient présente de l'anxiété et de la dépression, l'Association canadienne d'oncologie psychosociale recommande également que tout patient soit évalué, que tout risque suicidaire ou agressif soit évalué chez ces patients-là. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques de le faire c'est ce qui est recommandé à l'heure actuelle de nos connaissances. Comment orienter le patient instable ou suicidaire à l'urgence le jour même? S'il est à l'hôpital, pour le faire en toute sécurité, vous le faites accompagner. Vous pouvez aussi appeler les services de l'urgence pour avoir des conseils. On a une infirmière de liaison qui peut vous conseiller sur la façon de procéder, par exemple, si vous êtes en clinique externe. S'il n'est pas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? La sœur d'un de vos patients âgé de 50 ans vous appelle en urgence pour vous parler de son inquiétude. Elle vous rapporte que son frère se détériore à vue d'œil et qu'il se laisse aller depuis quelque temps. Elle vous rappelle que dans le passé, il était devenu dépressif et qu'il avait déjà fait une tentative suicidaire. Êtes-vous inquiet à ce point-ci? Bravo. Hier, elle aurait trouvé une note sur son profil Facebook qui l'inquiète beaucoup. « Vivre dans cette douleur n'est plus possible. Au revoir tout le monde. » Êtes-vous inquiet? Oui. C'est bon. Elle a tenté de le joindre sans succès. Il habite seul. Ce matin, il devait justement venir en chimiothérapie, mais il ne s'est pas présenté sans préavis. Vous tentez de le rejoindre. Initialement, il vous répond et vous dit de le laisser tranquille. C'est fini. Puis, il ne répond plus à votre deuxième appel. Êtes-vous inquiet? Bon. Alors, que faites-vous? 911. Avez-vous le droit de faire ça, vous? 911 comme ça? Oui, tout le monde. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas travailleur social, vous n'êtes pas... Tout le monde peut appeler 911 comme ça.
avec ce qu'il vous a dit. C'est bon. Alors, si vous êtes un intervenant de santé, un professionnel, et que vous êtes au téléphone en vertu de la loi P38, qui, comme vous avez lu peut-être dans les journaux, pourrait être modifiée éventuellement, s'il y a présence de danger grave et immédiat, c'était ça la vignette. Si on ne sait pas trop si c'est immédiat ou grave, là, on ne peut pas. Mais il est possible, et quand il est impossible d'obtenir aussi l'accord de la personne pour qu'il obtienne des soins, oui, vous pouvez recourir au service d'urgence. Et c'est important de le documenter pour quelles raisons vous l'avez fait, parce que certains patients peuvent trouver ça intrusif. En même temps, si vous avez des éléments cliniques comme la vignette qui le justifie, c'est une bonne pratique que de le faire. Les interventions potentiellement efficaces devant des patients qui sont suicidaires, il y en a plusieurs. D'abord, faire un plan sécuritaire, il faut savoir si c'est des services d'urgence qui sont nécessaires. Pourquoi il faut amener un patient à l'urgence psychiatrique lorsqu'il est suicidaire? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Je pourrais m'ouvrir une clinique ici en avant, là, puis évaluer ça. Là. Tous les patients suicidaires, vous venez ici, là, dans une grande salle, avec 2 portes. Bien, c'est-à-dire que ça prend un environnement sécuritaire, effectivement, parce que si jamais on doit recourir, ce n'est pas toujours le cas, mais si jamais on doit recourir à des mesures de garde ou de gestion de crise, on peut le faire dans un environnement sécuritaire comme l'urgence. Est-ce que c'est facile pour vous de vendre l'idée d'aller à l'urgence psychiatrique? Non. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne voudriez pas y aller. Hein? Puis aussi parce que vous avez l'impression que le patient peut vivre ça de façon intrusive, qu'il peut se sentir frustré. Alors, l'idée, c'est de vraiment expliquer la raison pour laquelle on doit assurer la sécurité de tous, ça veut dire de tous, de ses proches, des professionnels et de lui, et de lui dire que ça fait partie même de la façon d'obtenir des interventions plus rapidement possible, puis une prise en charge aussi, parce qu'à partir du moment où il a été vu à l'urgence, il y aura une prise en charge prioritaire. Vous pouvez aussi, si vous avez un bon lien avec le patient, moi c'est ce que je recommande, l'accompagner vous-même pour normaliser, humaniser un peu cet accompagnement-là vers l'urgence psychiatrique. Il y a, je pense qu'on vous en a parlé, il y a les centres de crise, la ligne téléphonique accessible 24 heures de Suicide Action, qui peuvent d'ailleurs vous conseiller à ce sujet-là, et le recours aux modalités de la loi dans les cas graves et immédiats de dangerosité. Maintenir la compétence, ça c'est un autre message clé que j'aimerais vous reteniez. Il y a des formations qui se donnent à travers le Québec sur la gestion du risque, l'évaluation et la gestion du risque suicidaire. C'est toujours une bonne idée quand vous cherchez comment combler vos crédits, d'aller chercher ce genre de formation-là. Puis c'est important aussi au quotidien d'instaurer une culture de pratique interdisciplinaire. La sécurité des patients, là, c'est assuré pas seulement par les agents de sécurité ou les professionnels psychosociaux, c'est assuré par tous. Et c'est également une responsabilité interdisciplinaire partagée parce que l'identification, comme je vous disais, des éléments de dangerosité se fait par tous les soignants. Et puis, en fonction de l'expertise et des disciplines, la stratification du risque peut être faite dans un deuxième temps. Alors, les messages clés. L'expression d'un désir de mourir est une présentation clinique fréquente en cancérologie qui mérite d'être prise en compte par les professionnels de la santé. Explorer avec le patient s'il a les idées suicidaires n'encourage pas de passage à l'acte. Les patients atteints de cancer sont plus à risque que ceux dans la population générale d'avoir des idées suicidaires ou de commettre des suicides complétés. Puis l'évaluation de la gestion du risque constitue une responsabilité partagée parmi les professionnels de la santé. En fonction des compétences et des expertises. Un patient qui présente un potentiel de dangerosité suicidaire devrait être référé à un professionnel habilité à évaluer le risque et la nécessité de mettre des mesures d'urgence ou non à sa disposition. Puis les services d'urgence doivent être considérés pour tous les patients présentant un potentiel de risque grave, immédiat et prévisible, car un patient suicidaire constitue une urgence médicale et psychiatrique. En cas de doute, toujours en parler avec le patient, des collègues et orienté vers un spécialiste. Alors, je vous laisse avec ce qui inspire finalement notre travail au quotidien avec ces patients-là. Donc, le secret, le caring, ça se traduit tellement mal en français, mais the secret of the care of the patient is in caring for the patient. Hein? Prendre soin, c'est se soucier du patient.
Alors, je remercie encore le comité organisateur, les professionnels du Centre intégré avec qui j'ai eu le plaisir de faire un travail d'équipe, mes patients qui sont source intarissables d'inspiration pour améliorer la qualité des soins.